Le droit, tout droit, par celles et ceux qui le font, qui le défont, qui le défendent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 24e numéro de cette émission de décryptage et d'analyse de certaines thématiques de droit. Une émission à retrouver une fois par mois, réalisée en partenariat avec l'Ordre des avocats au barreau d'Épinal. Ce mois-ci, nous nous intéressons au droit de la consommation. Vaste sujet très concernant. Arnaque bancaire, malfaçon de travaux de rénovation énergétique ou encore tout simplement contrat de location d'une voiture. On évoque tout cela avec nos deux invités. Julien Fouret, bonjour. Bonjour Ludovic. Avocat au barreau d'Épinal, le cabinet 5A. Merci d'être à nouveau avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Vous êtes déjà venu à plusieurs reprises. Et Emilia Greco, bonjour. Bonjour Ludovic. Avocate au barreau d'Épinal, une première sur ce plateau. Bienvenue chez nous. Merci. Merci à vous de votre participation à cette émission. Donc, je répète, de décryptage de certaines thématiques de droit. Droit de la consommation, juste Julien Fouret, un mot tout global. Droit de la consommation, c'est très large. Ça va du produit qu'on trouve en supermarché au crédit immobilier, effectivement, pour une maison. Absolument, c'est tous les actes de la vie à la fois courante, quotidienne, mais également sur des achats plus conséquents, les achats d'une vie, par exemple un achat immobilier, tout à fait. Quelle activité, quel volume d'activité ça représente dans votre activité au quotidien? Est-ce que dans les Vosges, il y a beaucoup de procédures autour du droit de la consommation? Les Vosges sont assez représentatifs finalement des difficultés qu'on peut rencontrer avec notamment le développement de techniques de vente depuis quelques années, notamment à distance, sur le net. Donc ça a développé forcément les circuits de distribution, les circuits de commercialisation et le contentieux et les litiges. Ok. Emilia Greco, dans votre activité au quotidien, le droit de la consommation, ça représente quoi? Ça représente une partie non négligeable. Ça va du panneau photovoltaïque aux pompes à chaleur, aux arnaques bancaires. Voilà. Nous sommes tous des consommateurs. Voilà, et je dis, il y a vraiment plein d'angles d'attaque. On va parler justement d'arnaque et notamment de travaux de rénovation énergétique. C'est un sujet qui a été dans l'actualité il y a quelques années, mais qui demeure dans l'actualité malgré toutes les campagnes d'information, de sensibilisation évidemment à ces arnaques. On va tout de suite commencer, si vous voulez bien, Sandrine, Emilia Greco, avec une question de Sandrine d'Épinal, qui nous a posé cette question par Internet. J'ai été victime d'une arnaque bancaire suite à la réception d'un SMS et la banque refuse de me rembourser. Que puis-je faire? On ne sait pas trop exactement de quoi il s'agit exactement, mais j'imagine que c'est un clic malheureux et puis, ou des clics malheureux qui arrivent qui débouchent sur une arnaque, c'est ça? Oui, alors en fait, la plupart des arnaques bancaires font suite à une réception d'un SMS. On en a tous reçu, que ce soit le SMS en taille, vous n'avez pas payé votre contravention, vous avez une fuite d'eau, votre CAF vous informe, on clique et malheureusement, on est victime de ce qu'on appelle un spoofing ou un phishing et on va se retrouver, il y a différentes techniques, les fraudeurs utilisent différentes techniques. Soit on va se retrouver à cliquer sur un lien qui va nous demander des codes qu'il ne faut véritablement jamais donner. Ou pire encore, on va se retrouver au téléphone avec une personne qui va se faire passer pour votre banquier, qui va vous demander vos codes et qui va détourner de l'argent. Alors paraît-il que le numéro qui peut s'afficher sur le téléphone quand on est appelé, c'est le numéro de la banque. Tout à fait. Donc on croit vraiment que c'est la banque qui appelle. On croit véritablement que c'est la banque. C'est le spoofing, c'est l'usurpation de numéro de téléphone. Okay. Vous recevez un appel et c'est le numéro de votre banque. Ok, donc là, vous êtes un lien de confiance forcément. Un lien de confiance qui s'installe. L'erreur fatale, donnez les codes. Donnez les codes. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Oui. Alors, que faire? Comment se retourner? Alors, il faut ensuite immédiatement prévenir son conseiller propre avec le numéro de téléphone qui lui est dédié. Et ne surtout pas passer soit par le SMS, soit par un lien mail ou quoi que ce soit. Encore mieux se rendre sur place, j'imagine. Ou encore mieux se rendre sur place. Mais voilà, en général, les arnaques vont arriver le soir, vendredi soir, vers 20h. Ce qui fait que ça laisse passer le week-end et qu'on est un petit peu coincé. Se rendre à sa banque ou téléphoner à sa banque. Ensuite, si la banque est compréhensive, elle peut faire un remboursement de la somme qui a été détournée. Si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, il faut se tourner en premier lieu devant le médiateur, qui là encore peut trouver une solution. Et si la banque refuse toujours de rembourser, il n'y aura malheureusement pas d'autre choix que d'engager une procédure judiciaire pour obtenir le remboursement, tenter d'obtenir le remboursement de la somme.
Avec quel point de vigilance, quels éléments sur lesquels travailler et essayer d'avoir gain de cause? Alors, c'est la banque, en fait. C'est à elle qu'incombe la charge de la preuve que vous avez commis une négligence grave. Cette négligence grave, elle est soumise à l'appréciation au cas par cas, en fonction du procédé qui a été mis en place par le fraudeur. Et globalement, ça aboutit si on va jusqu'à la procédure, si on va assez loin dans la procédure? C'est assez mitigé. Ah, ok. Il n'y a pas de grande généralité. Ok, ça va. Voilà. Bon, on a bien compris en tout cas, voilà. Vigilance, bien sûr, et ça arrive aussi à des gens dans les Vosges. Vous avez eu des clients, notamment via l'UFC Que Choisir. Hein. Vous travaillez pour l'association oui. UFC Que Choisir. Ok. Bon, petit focus sur les arnaques au SMS. Julien Fouret, Romaric des Forges. Romaric nous parle pareil d'achat à crédit. J'ai acheté à crédit. Est-ce que je peux me rétracter après avoir utilisé le bien financier? Alors oui, tout à fait, puisque tout crédit à la consommation ouvre droit au profit de celui qui emprunte un délai de rétractation de 14 jours, à compter soit de la signature du contrat de prêt, ou lorsqu'il s'agit, comme dans le cas de Romaric, d'un crédit affecté, c'est-à-dire en considération en achat d'un bien déterminé, à compter de la livraison de ce bien. Ok, on pense à d'électroménager, à une voiture éventuellement. Ou un véhicule, ce qui peut être effectivement le cas classique. Donc on dispose d'un délai de 14 jours, donc il est tout à fait possible de se rétracter, à partir, encore une fois, de la signature de l'offre de crédit ou de la livraison du bien financé. Et il y a la possibilité également de se rétracter lorsqu'on est en capacité de démontrer, ce qui suppose évidemment un conseil juridique et un accompagnement juridique, quand on est capable de démontrer que l'offre de crédit qu'on a signée ne répondait pas à un certain nombre de caractéristiques essentielles, puisque évidemment un crédit à la consommation, on nous le répète souvent, engage notamment à rembourser, et il est soumis à toute une série d'obligations, d'informations extrêmement précises sur le taux, c'est-à-dire concrètement combien tout cela va coûter au consommateur, mais également sur globalement l'opération qui est financée, et notamment sur les caractéristiques du bien que l'on a financé. Quels sont les points de vigilance à avoir et éventuellement les éléments juridiques sur lesquels engager une procédure? Alors, c'est essentiellement les aspects financiers, c'est-à-dire que la définition du TAEG, c'est-à-dire le taux annuel effectif global. En gros, le taux, il y a un taux qui est affiché commercialement par l'entreprise qui finance et qui ne correspond pas au véritable coût du crédit, parce que vous êtes souvent soit avec une assurance, soit avec des frais qui s'ajoutent, et tout ça doit être calculé de manière précise, et surtout, il faut vous expliquer dans quelles conditions ce calcul est fait pour vous permettre de vérifier, ce qui n'est pas toujours le cas, que le taux qui est affiché correspond à la réalité, au coût réel. Donc il faut être très vigilant sur ce point. Il y a également les conditions dans lesquelles le prêt doit être remboursé et les sanctions qui sont attachées au non-remboursement, c'est-à-dire dans quelles conditions éventuellement le prêt va être remis en cause. Toutes ces informations sont essentielles et doivent figurer dans l'offre. Et à défaut de le faire, l'offre est considérée comme irrégulière et le délai de 14 jours ne commencera à courir qu'à partir du moment où soit vous aurez reçu les informations complètes, soit lorsque vous démontrerez que vous êtes en mesure de découvrir le vice qui affectait en quelque sorte l'offre de crédit, et ce qui permet, le cas échéant, de remettre en cause un contrat qui a pu courir pendant des mois, avec y compris l'utilisation du bien qui s'y attachait. Si vous faites financer un véhicule et que ultérieurement vous avez la possibilité de démontrer que l'offre de financement n'était pas concrètement conforme, vous disposez d'un délai de rétractation, et le fait que vous ayez utilisé pendant plusieurs mois le bien ne fait pas obstacle à ce droit de rétractation. Notamment la jurisprudence européenne la plus récente l'a rappelé et l'a confirmé. Donc, en d'autres termes, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il y a toujours moyen de... Dès qu'il y a un doute ou peut-être une opportunité, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel du droit. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, voilà, au-delà de 14 jours, de prime abord, hop, non, c'est trop tard, machin, non. Voilà. Non. Si on fouille un petit peu, il y a moyen. Il y a tout à fait moyen. Ok. Thématique d'importance, je l'ai évoqué en introduction, les arnaques aux éléments de production d'énergie renouvelable. Martin de Remiremont, Emilia Gréco, Martin de Remiremont nous pose cette question. Je souhaiterais installer des panneaux photovoltaïques, mais j'appréhende de me faire arnaquer, comme on en entend beaucoup parler. Quelles sont tout simplement les précautions à prendre?
Arnaque au panneau photovoltaïque, ça a été très courant il y a une dizaine d'années, un petit peu moins aujourd'hui, mais ça reste quand même bien présent. Voilà, tout de suite, quels sont les points de vigilance à avoir? Alors, moi j'ai envie de dire, la première chose à faire est de privilégier les sociétés locales, les artisans, qui seront en capacité de vous présenter un devis. Et de vous faire une étude sérieuse. Vous pourrez vérifier aussi la solvabilité de cette société. En vous rendant sur société.com, vous pourrez vérifier si cette société n'est pas en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire. Voilà, ce sont les premiers points de vigilance. Évitez les rendez-vous avec des sociétés peu scrupuleuses qui vont vous envoyer un commercial à votre domicile, qui va pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures vous faire miroiter une opportunité. Il va vous indiquer, voilà, il y a une offre à saisir, c'est maintenant, il faut signer ce soir. Et ça, vous pouvez être quasiment sûr à 90% que ce sera une arnaque derrière. La CAPEB, la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment, ainsi que la Fédération française, l'antenne vosgienne de la Fédération française du bâtiment, communiquent beaucoup là-dessus. Il y a notamment le label RGE des entreprises, reconnues garantes ou garants de l'environnement. C'est un label, mais ce n'est pas le seul. Non. Et j'ai envie de dire, a priori, c'est un label sûr. Bon, bref, toujours est-il qu'il y a encore effectivement des personnes qui peuvent se faire avoir. Les entreprises, vous m'avez amené un contrat, mais on ne peut pas le diffuser à l'antenne. Par exemple, je vais juste citer Direct Habitat. Oui. C'est une entreprise qui a été liquidée, donc là, on ne risque rien. Voilà, grosso modo, on ne peut pas le montrer vraiment. Si je regarde dans les détails, quels sont les points qui sont vraiment source d'embrouille et de danger? Alors là, sur ce bon de commande spécifiquement, vous n'avez que la dénomination sociale, le nom commercial de la société. Il n'y a pas la dénomination sociale de la véritable société. Sur ce bon de commande, vous n'avez en fait que la marque de l'installation. Alors en l'occurrence, c'est une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, mais vous n'avez que la marque, vous n'avez pas le modèle. C'est comme si vous alliez dans un garage et que vous disiez « je veux une voiture de telle marque ». Mais on sait tous que telle marque va présenter différents modèles. Voilà, c'est un peu le même principe. Entre une petite citadine et une grosse berline, le prix n'est pas le même. Le prix n'est pas le même. Vous avez aussi... normalement, un bon de commande, il doit prévoir la distinction du prix des matériaux, du prix de la main-d'œuvre, la durée des travaux. Là, dans ce bon de commande, il n'y a rien qui va, en réalité. Et pourtant, pardon, il y a... je répète, je ne peux pas le montrer à l'antenne parce que voilà, c'est déjà pas très sexy, mais en plus, il y a d'autres logos, notamment des organismes de crédit qui sont associés à ce type de bon de commande. Oui. Dit comme ça, effectivement, ça paraît pas mal. Ils présentent tous les labels, RGE, Calibat, tout est mis en évidence. Il y a même certains qui mettent logo EDF. Voilà, il y est, j'avoue, le logo EDF. Voilà. Et donc, c'est trompeur. Et effectivement, quand vous arrivez et que le commercial vous dit il faut signer maintenant parce qu'il y a une offre, parce que ceci, les aides de l'État vont être modifiées, c'est maintenant. Et en réalité... Ce que ces sociétés-là, c'est évidemment pas toutes les sociétés qui utilisent ces méthodes, il va vous indiquer que ce que vous signez là, c'est une étude de faisabilité et que vous aurez une réponse dans 1 mois. Et pendant ce temps, alors que vous avez signé un bon de commande qui est soumis au délai de rétractation... Alors, vous dites signer un bon de commande, effectivement, parce que l'idée, c'est qu'on signe, le vendeur fait signer, le commercial fait signer plusieurs documents, et puis en fait, il cache en dessous de la première page, il cache le document où c'est marqué au-dessus, en l'occurrence, je lis, offre de contrat de crédit affecté, auprès d'une véritable entreprise de crédit. Et en fait, grosso modo, les documents sont présentés comme quoi on ne voit pas ce qui est marqué là-haut, offre de contrat de crédit accepté. Donc vous signez un bon de commande qu'on vous présente comme une étude de faisabilité. Vous signez un contrat de crédit affecté et j'ai même eu des cas où les personnes signaient directement l'attestation de fin de travaux qui débloque le paiement des fonds de l'établissement de crédit à la société. Effectivement. Et alors,
Quid des organismes de crédit? Je ne vais pas le citer, on les connaît tous. Un bonhomme vert, un soleil jaune, que sais-je. Ça, ce sont des vrais crédits. Mais c'est juste la démarche qui est frauduleuse, la vente forcée, en fait, c'est ça? Enfin, forcée. En fait, ce sont des crédits affectés liés à l'achat de la pompe à chaleur ou des panneaux photovoltaïques. C'est l'établissement de crédit qui va payer directement la société et ensuite va aller vers le consommateur qui a signé ce contrat de crédit à des taux faramineux. Comment, alors point de vigilance, ok. Comment, si on s'est engagé notre corps défendant dans une telle démarche, comment s'en sortir, comment se rétracter? Alors, c'est relativement compliqué. Il faut évidemment consulter un professionnel du droit pour tenter d'obtenir donc l'annulation du bon de commande qui entraînera automatiquement l'annulation du crédit affecté. Sur quoi vous vous appuyez? Alors, il y a différents fondements. On peut s'appuyer sur le droit de la consommation pure, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure par rapport au formalisme du bon de commande. On peut également éventuellement aussi aller sur le droit civil, sur les vices du consentement, sur le dol, par exemple. Mais là encore, c'est dol. C'est-à-dire? Le dol, c'est... L'escroquerie civile. Là, c'est toutes les manœuvres qui sont mises en place par... c'est ce que vous avez décrit. Voilà. C'est ça. Je vous fais signer un document en vous dissimulant un feuillet qui correspond à un autre contrat, qui est le contrat de financement. C'est ça. Avec une responsabilité tout de même des organismes de financement, parce qu'ils ne sont pas responsables, a priori, des démarches commerciales agressives. En revanche, ils savent très exactement pour qui ils travaillent, parce que ce type de sociétés qui apparaissent et disparaissent sont connus. Et il y a une responsabilité qui a pu être démontrée en jurisprudence des organismes de financement, si en gros ils ont laissé passer des bons de commande dont on sait pertinemment qu'ils ne sont pas conformes aux droits de la consommation et aux principes essentiels. Pour autant, ça perdure. Alors pour autant, ça perdure. Voilà, parce qu'il y a peut-être un effet volume et un effet de rentabilité. C'est-à-dire pour une minorité qui conteste, il y a une majorité qui malheureusement renonce par lassitude ou par ignorance. Donc il faut de toute façon aller consulter un avocat. On ne le dira jamais assez, mais ce sont des achats importants parce que, ma consoeur le disait, c'est des taux en général usuraires. Voilà, usuraires. Et il y a des gens qui sont endettés à vie parfois sur certaines opérations. J'ai rien signé. Julien Fauret, on reste sur l'aspect immobilier. Il y aura encore plein de choses à dire si on rentre dans le détail, mais voilà, l'idée, dans les grandes lignes, le modèle, le document dissimulé, etc. Attention, attention, et donc surtout, possibilité de recours, ça c'est le plus important. Farid de Saint-Étienne-les-Remiremont, Julien Fauret nous pose cette question, on reste sur l'aspect immobilier. J'ai emprunté pour acheter ma maison, mais je suis devenu invalide et j'ai perdu mon emploi. Je ne peux pas rembourser, l'assurance refuse de me prendre en charge. Est-ce que j'ai un recours ? Alors oui, d'abord on compatit à la situation évidemment de Farid. Oui, il y a un recours parce qu'il faut toujours se poser la question des conditions dans lesquelles la garantie qui a été souscrite, la garantie d'assurance qui a été souscrite avec le crédit, pourquoi ne s'applique-t-elle pas? Parce que ça c'est une grande classique d'un certain nombre de compagnies d'assurance que de refuser d'abord et de discuter ensuite. Alors, si on est un peu pugnace. Voilà, tout à fait. Alors souvent d'ailleurs dans des circonstances comme pour Farid, dans des conditions humainement dramatiques. Donc, il faut toujours s'interroger sur les conditions, d'abord, de forme dans lesquelles le refus a été notifié, et surtout les conditions de fond. C'est-à-dire que le refus doit être fondé sur des éléments très précis du contrat. On l'a vu tout à l'heure, le contrat de financement, le contrat de crédit doit prévoir, y compris les hypothèses où les choses se passent mal, et dans quelles conditions l'assurance fonctionne ou ne fonctionne pas. Dans le cas d'une invalidité en particulier, il faut que le contrat de crédit précise à partir, par exemple, de quel taux d'invalidité ou à partir de quelles conditions d'invalidité la garantie fonctionnera ou ne fonctionnera pas. S'il y a la moindre ambiguïté, s'il y a la moindre incertitude, à ce moment-là, le refus est irrégulier, en tout cas infondé, et l'assureur doit prendre en charge. Et ça va relativement loin, puisque en matière d'invalidité, il y a différents taux qui sont souvent calculés en fonction de formules et de critères assez complexes. Il faut que cette information figure dans le contrat de crédit ou dans les documents annexes. Et ça doit être une information immédiatement accessible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être professeur de médecine ou agrégé de droit pour comprendre à quelles conditions je serai assuré ou pas si malheureusement je suis victime ou l'objet d'une invalidité. Donc
Farid a un recours, en tout cas, il faut qu'il fasse analyser sa situation et qu'on puisse regarder plus en détail son contrat et les conditions dans lesquelles le refus a été notifié. C'est vrai que le droit des assurances, c'est vraiment, ça mérite. On a déjà fait une émission à part entière sur le droit des assurances, mais là, l'idée, c'est que oui, il y a généralement possibilité de faire des choses. Absolument. C'est une étude vraiment très précise du contrat. Jamais s'arrêter à un premier refus de garantie. Jamais. Voilà. Ok. Maître Fouret, on reste avec vous. Michel de Saint-Dié-des-Vosges. J'ai signé une commande auprès d'un commerçant. Je lui ai laissé le contrat signé. Ça peut arriver, on se dit, pas la peine de le reprendre. Est-ce que je peux me rétracter ou revenir sur mon engagement? On revient sur la signature. Alors, première chose, s'il a laissé le contrat, j'espère qu'il en a conservé une copie ou un exemplaire. A priori, non, justement, c'est l'idée. Bon. Voilà. Alors, ça, c'est ce que je comprends. C'est une difficulté, c'est une condition de validité de toute façon du contrat. Il faut que votre téléspectateur soit titulaire d'un exemplaire. Donc, si par erreur ou par mégarde, il l'a remis au commerçant, le commerçant doit lui restituer cet exemplaire, ou en tout cas une copie. Il faut qu'il ait un double. La deuxième chose, c'est qu'il faut déterminer dans quelles conditions finalement ce contrat a été régularisé. Parce que soit il s'agit en réalité d'un contrat qui a été remis chez le commerçant parce que votre téléspectateur s'est déplacé spontanément auprès de ce commerçant et a signé le contrat sur place, auquel cas il n'y a pas de droit de rétractation. Il faut être très clair là-dessus, puisque à partir du moment où vous procédez à un achat instantané, entre guillemets, vous n'avez pas de droit de rétractation, sauf éventuellement s'il y a un crédit qui a été souscrit en même temps que ce contrat, ce qui ne semble pas être le cas. En revanche, si le contrat a fait l'objet d'un démarchage préalable de la part du commerçant auprès de votre téléspectateur, ou s'il y a une conclusion à distance ou une négociation à distance du contrat et que finalement votre téléspectateur s'est contenté de venir déposer en confirmation en quelque sorte le contrat auprès du commerçant, oui, il y a un droit de rétractation. Il y a un droit de rétractation. Le droit de rétractation, c'est le crédit à la consommation, 14 jours, mais également toutes les formes nouvelles de démarchage à domicile ou de contrat conclu à distance. Il y a également un délai de rétractation de 14 jours également qui est ouvert aux consommateurs. Donc, a priori, si on est dans cette situation, oui, bien sûr, il y a un droit de rétractation qui pourra être opposé par votre téléspectateur auprès de ce commerçant. Selon les conditions dans lesquelles il a été approché, les conditions de commercialisation. De l'échange commercial. OK. Emilia Gréco, on va finir avec vous avec cette question de Véronique qui nous a écrit depuis Vittel. On revient sur les arnaques au téléphone, mais là, on est tous confrontés aujourd'hui. Je reçois 20 appels par jour de sociétés pour démarchage. J'en ai marre. Que puis-je faire? Oui, c'est vrai que voilà, c'est assez insupportable. Alors, personnellement, moi, je m'amuse un petit peu avec eux. Je leur indique que mon curateur refuse que je réponde au téléphone. Ça, si vous avez le temps... Il y a des mots-clés qui font que... Curateur, il n'aime pas. Voilà. Donc, voilà, ça raccroche en général Locataire, si c'est par rapport à l'habitat, ils n'aiment pas non plus. J'ai pas essayé, mais curateur, ça fonctionne bien. Okay. Voilà. Non. Alors, si on va un petit peu plus loin, évidemment, dans la démarche. Blague à part, plus que quelques mois, j'ai envie de dire, parce qu'à partir d'août 2026... le tout démarchage téléphonique sera interdit, sauf si vous avez donné votre consentement clair, libre, éclairé et réversible à recevoir de tels appels ou SMS. C'est une loi qui va passer. Est-ce qu'elle va être appliquée tout de suite Alors, entrée en vigueur 11 août 2026. OK. Voilà. Vous y croyez? Ça va s'arranger? Je l'espère. Qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement parlant si ça devient vraiment insupportable? Quelles sont les procédures? Alors, vous pouvez d'ores et déjà, dès maintenant, vous inscrire sur le site Blocktel pour manifester votre refus à tout démarchage téléphonique. Vous avez le numéro d'appel 33 700, où vous pouvez signaler les SMS et les appels malveillants de démarchage. Et le site, j'ai oublié le nom malheureusement du site sur lequel vous pouvez aussi signaler ces appels. OK. Bon. En espérant que ça va
Ça va pas s'arranger plus un petit loin, effectivement. Il y a donc une évolution Oui. législative, réglementaire à venir. Déjà, le terme de cette émission. Merci beaucoup. On aurait Merci à encore vous. plein de choses à se dire. On avait eu d'autres questions. Location de voiture quand je pars en vacances, par exemple. Mais vous savez quoi? On va la garder. Puis je pense qu'on y reviendra ultérieurement avec d'autres aspects de ce droit à la consommation. Évidemment, plein de choses à se dire. Merci à tous les deux de votre participation à cette Merci à vous. émission. Merci. Bonne continuation. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.